revue de poésie, plus que jamais présente, a été classée parmi les 3 meilleurs de l'année 1979, Le Monde. Ses poèmes sont d'une intense émotion. Jean Orizet, Le Figaro Magazine. C'est fort, taciturne et indispensable. Patrick Delbourg, L'événement du jeudi. C'est un poète tenu tout de suite par les thèmes qui comptent. Il a des cris d'amour non truqués, un goût du verger transparent, une colère partout qui fait ployer le langage et libère les images. Jean Breton, Le Magazine littéraire. Et puis, il y a eu le prix Kowalski pour son livre La vie crépusculaire. Et puis, bien sûr, ce livre terrible et magnifique, Une mère, Le cri retenu. Il est poète, romancier, critique littéraire. Je pourrais continuer longtemps à le présenter tant il reste présent sur son territoire d'écriture personnelle, mais aussi avec sa revue de poésie en ligne, Possible. Vous l'avez deviné, c'est Pierre Perrin que j'ai le grand honneur de recevoir à ce rendez-vous de Jeanne. Pierre, bonjour. Bonjour Jeanne, l'honneur il est pour moi. Merci d'être venu, vraiment. Pierre, on ne vous présente plus, mais peu connaissent votre voix, votre visage animé. Vous qui avez écrit jusqu'à presque vous ouvrir les veines avec les mots, on ne vous retrouve nulle part en vidéo, du moins pas sur les chaînes un peu à la mode. Et c'est pourquoi déjà, pour moi, c'est une rencontre émouvante. Pourquoi jamais d'image sonore de vous? Un hasard ou une coïncidence? C'est le fait que j'ai été longtemps absent, que je n'avais pas publié de livre important depuis 2001, depuis Le Cri retenu sur la mer. Et par conséquent, il n'y a pas eu de discours, voilà, de réception d'œuvres justifiant. Vous êtes la première et j'en suis très heureux. C'est moi qui en suis très honorée et heureuse. Vous maintenez votre écriture comme une touche souvenir enfoncée sur votre enfance, dure, rurale, douloureuse. Un père mort trop tôt, une mère qui vous a probablement aimé à sa façon, mais sans vous le dire, sans caresse, et que de souffrance à couper au couteau, cet amour maternel silencieux, sous X presque. Et pourtant, Pierre, quelle magie que de voir là, justement, votre source. Ce qui devait vous tarir vous a rendu si fécond. Comment cette enfance a fait l'homme que vous êtes devenu? Bon, alors c'est une question difficile à laquelle je ne saurais pas répondre, mais bon, dans l'enfance, j'ai eu un traumatisme vers l'âge de 10 ans que j'ai oublié pendant 30 ans. C'est l'écriture qui l'a fait revenir. Et je pense que c'est une douleur de cette sorte-là. C'est ce que disait Éluard en citant Feuerbach, c'est une douleur qui fait écrire. L'écriture n'efface pas la douleur, elle la transforme simplement. C'est un vivier, un humus, quoi. Voilà, je pense. 10 ans, vous êtes resté sans mémoire de cet enfant? 30 ans. 30 ans? Oui. Sur le fait... un chien que j'aimais beaucoup, bon, ma mère l'a fait tuer, c'était dans sa logique à elle, parce que le chien coûtait, c'était des paysans pauvres, 3 hectares de terre par rapport à, je sais pas, un Courbet par exemple qui en possédait 67, ou encore son autre ami Urbain Cunot à Ornans qui, avec ses 2 frères et sa mère, en possédait 484 hectares. Au siècle précédent. Alors vous voyez, les parents avec 3 hectares, c'était tout petit, quoi. Donc voilà, c'était une mentalité de paysan qui veut ne rien perdre. Oui. Ma mère disait toujours, on ne nous donne rien. Oui, terrible. Voilà. Avez-vous pardonné à cette enfance, Pierre? Oui, il faut, dans mon état d'esprit, il faut oublier, il faut toujours aller de l'avant. Donc forcément, le pardon, oui, et puis... en écrivant, on exagère peut-être un peu, on ne voit pas toujours les choses telles qu'elles étaient vraiment, on se laisse peut-être emporter un peu. Et ma mère m'a plus aimé que je ne crois qu'elle m'a aimé. Est-ce que vous êtes reconnaissant à cette enfance? Parce que quelque part, c'est là où vous avez puisé. Oui, bien sûr, oui, c'est le vivier, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus a priori là-dessus. Pour moi, c'est un temps passé. Si vous deviez nous parler de la nature essentielle de votre enfance, qu'est-ce que ce serait cet essentiel qui vous a construit? Je pense que il y a cette souffrance dont j'ai parlé. L'autre essentiel, c'est l'idée, qu'est-ce que vivre finalement? C'est toujours découvrir du nouveau. Et finalement, c'est donc qu'il faut bien tourner les pages, cicatriser les éventuelles blessures, pour toujours s'émerveiller de ce qu'il y a à découvrir, à vivre, par exemple votre rencontre. Vous écrivez « Il se peut que nous lisions, écrivons certains livres
pour devenir justement ce que nous sommes? Alors ça, oui, alors cette phrase-là, on la trouve chez un peu tout le monde, hein, chez les Grecs, les Romains, etc. C'est presque un fait de civilisation, donc devenir ce qu'on est. Qui est-on? Ben, on est un individu, donc on vient d'un lieu natal, enfin, et qui est-on? On est tellement multiple que c'est très difficile de réduire à un élément. On est ce qu'on vit au jour le jour et en allant un peu aussi vers l'avenir. Vous êtes du pays de Courbet. Oui. Vous dites de lui, le rebelle, le Courbet sans courbette. Courbet révèle aux Parisiens l'arrière-pays, le sien, avec des trognes d'une vivacité à faire peur. Il n'y a pas chez lui de touche anodine. Même les retenues sont tentaculaires. On ne peut s'empêcher de trouver quelques similitudes avec vous, Pierre. Alors de Courbet, je garde cette phrase de son ami Champfleury, qui avait institué un peu le réalisme. Et oui. Champfleury disait « La meilleure ruse à Paris, c'est de ne pas ruser ». Et Courbet, il s'est justement amusé à ça, il a forcé son accent franc-comtois en traînant sur les syllabes, etc. Et je pense que c'est peut-être assez juste en fait. Bon, pour moi, je n'aime pas mentir, je n'aime pas ruser avec les autres. Forcément, on ment toujours un peu, mais le moins possible, quoi. Et je crois au besoin d'honnêteté, en quelque sorte, de tracer un chemin comme ça. Courbet, c'est aussi l'origine du monde. Oui. Une naissance. Oui. Et c'est Courbet qui vous fait revenir, on va peut-être dire quelque chose de nouveau, en écriture d'un livre, après un long silence, même si vous n'avez pas arrêté d'écrire pour les autres. Pourquoi ce choix de revenir avec Courbet? Nous ne dirons pas le nom du livre, ce sera une surprise. J'ai arrêté d'écrire, en gros, j'ai arrêté d'écrire romanesquement et même des poèmes après 2001, quand le livre sur ma mère a peu marché, bien que il n'y a pas eu les critiques qu'il fallait, et puis ce livre était compliqué, peut-être, oui. C'est-à-dire d'écriture plus poétique que romanesque, même si on avait trouvé le moyen terme de récit. Et donc, bon, ça m'a un peu déçu, et puis parallèlement, je voyais la société se détourner quand même de la lecture du livre. Oui. Et ce sont mes petits-enfants qui ont entre 10 mois et 10 ans qui m'ont ramené à ça, parce que je vois que les gamins, en fait, se remettent à lire. Mais moi, j'ai eu des élèves dans les années 90-2000, des élèves de terminale, voire de BTS, qui chantaient, qui ne lisaient plus. Autrefois, vous aviez un médecin, vous aviez une colonne de Pléiades derrière lui, dans son bureau, et aujourd'hui, plus un ne lit. Ils ne lisent plus. Et donc, alors, à quoi bon écrire si personne ne lit? Donc la question, c'est un peu ça. Et je me dis que finalement, on écrit pour transmettre quelque chose, une expérience, etc. Et à partir de là, voyant mes petits-enfants donc lire, je me suis remis à l'écriture à partir de 2015, c'est à 3 ans, quoi. Et là, il se trouve que, bon, l'année prochaine, je publie un livre sur Courbet, tout bêtement parce que c'est le bicentenaire de sa naissance. Ah, d'accord. Il est né en 1819, 2019, et j'ai trouvé un angle d'attaque intéressant, puisque voilà un peintre qui a peint la femme nue comme personne, des nus admirables, et quand on lit ses biographies, on ne lui voit aucun amour. On ne connaît rien, pour une raison bien simple, parce que sa légataire universelle, sa sœur Juliette, a détruit toute la correspondance amoureuse. C'est fou. Ben, c'était assez fréquent à l'époque. La femme de Jules Renard a fait pareil. Pour Flaubert, on a la chance d'avoir les lettres à Louise Collet, on n'a pas tout. Et donc, j'ai découvert que, notamment, une Virginie Binet l'a accompagnée les 10 premières années de son existence jusqu'à la gloire. Elle lui a fait un enfant. Et j'en ai fait un roman. Voilà, avec 2 autres amours derrière elle. Mais 11 ans de vie commune, c'est pas rien, et ça tient 2 lignes, 3 lignes dans les biographies. C'est fou. Et donc, pour moi, c'était rendre justice à cette femme. Puis il y a d'autres choses aussi dans le livre, évidemment. En tout cas, nous serons très heureux de voir ce livre. C'est très aimable. Hein. Courbet disait aussi « Moi, je connais mon pays, je le peins. Allez-y voir, vous reconnaîtrez tous mes tableaux. Comme lui, vous connaissez votre pays, vous l'avez écrit, vous l'avez décrit.
Qu'est-ce que le pays de quelqu'un, cette terre d'appartenance, Pierre Perrin? Oui, alors, je ne sais pas bien répondre à ça. Ça rejoint la question de l'identité Oui. qu'on met un peu à la mode. Bon, moi, je suis un Chassagnier, puisque j'habite Chassagne, tout à c'est à fait. 5 kilomètres au-dessus d'Ornans, où vivait Oui. Courbet. Et Chassagne, ça veut dire chêne, mais ça veut dire aussi casanier, si on enlève le H. Et donc, moi, je considère que, certes, ma femme m'emmène à Venise, en Croatie, récemment, par exemple, mais chez moi, ce qui m'intéresse davantage peut-être, c'est la vie intérieure, quoi. Je ne suis pas Oui. fou de découvrir, parce que il me semble parfois, et c'est ce que dit Tesson dans le livre que je suis en train de lire, il dit finalement voyager, c'est se fuir. Oui. Ben, c'est une hypothèse, c'est pas forcément vrai. Voilà. Mais donc sur mon pays, bon, ben, c'est ce que je connais, voilà. Et bon, je pense en poète, je pense en paysan, quoi. Pierre, est-ce que vous souffrez parfois du mal du pays bien qu'étant sur vos terres? Ça veut dire, est-ce que vous reconnaissez plus vraiment la région, ou bien elle est restée identique un Non, peu? non, j'ai Pas pas du de, tout. non, je la vois pas défigurée, non. Vous Si écrivez... si c'était ça Oui, le c'est sens ça de la la question, question, tout à c'est-à-dire fait. le bitume, Oui, oui. non. Elle est restée Ah, identique. voilà, elle se modernise, bien Oui. sûr, on a la lumière dans les rues. Vous écrivez aussi, toute la vie on s'est calmé, on s'est efforcé d'essayer. La peau se recoud d'elle-même sans cesse. Se calmer de quoi? Quand on a 18-20 ans, on est révolté. Oui. Tout révolte parce qu'on croit voir de l'injustice partout. Et l'actualité aussi révèle, on peut réagir de façon injuste. Et donc on essaye de se calmer, oui, parce que il faut ne pas se suicider, par exemple, ça serait un échec, Oui. enfin, c'est une possibilité. On se calme, pourquoi? Oui, parce que il faut accepter les choses telles qu'elles sont, quoi, les revers, et puis ses propres faiblesses, toutes les trahisons de soi-même qu'on fait soi-même malgré soi. Et on se calme avec le temps. C'est le temps qui nous calme ou bien c'est soi-même qui nous habitue en quelque sorte? Oui, c'est très maladroit de parler de sagesse, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on voit que ça sert à rien. Se révolter contre quoi? Souvent, c'est soi-même qui faisons des erreurs, des maladresses, oui. Et parfois aussi c'est comme un magma interne, la Oui, révolte. voilà, il y a aussi ça, bien sûr, oui. Donc on peut dire que Pierre Perrin s'est calmé différemment, je dirais. C'est assagi, C'est assez. voilà. Pierre, sur cette peau recousue, qu'avez-vous laissé que vous regrettez le plus? Vous m'avez parlé de votre chien. Oui, non, mais rien, il n'y a pas de regret, parce que j'ai une bonne mémoire, disait Jules Renard, j'oublie tout. Psychanalytiquement, c'est très important, C'est justement. très important, Il faut justement. oublier. J'ai une bonne mémoire, j'oublie tout, j'essaye de faire à peu près pareil, hein. Vous avez écrit sur la mort. Oui. Vous l'avez à la fois appelé et tenu en laisse. Le niveau de la mort cette nuit a monté. Et le plus loin, mes livres voudraient être des ponts que je lance sur la mort. Avez-vous encore ce sentiment que le niveau de la mort a monté? Oui, alors non, plus maintenant. Je vais vous expliquer peut-être un peu longuement pourquoi. Oui. Bon, quand on a 10 ans, on perd quelqu'un. La mort, tant qu'on n'a pas perdu quelqu'un qu'on aime vraiment, c'est un mot. C'est un mot, un concept. C'est pas quelque chose de réel. Oui. Après, quand on perd vraiment quelqu'un qu'on a aimé, les parents, etc., ça devient quelque chose d'irréversible. C'est-à-dire, c'est le fait de quitter la terre. Bon, si on admet que Dieu n'est peut-être pas indispensable, que le sacré, c'est quoi? C'est ce qui est incompréhensible, ce qui est inaccessible. Or, avec la science actuelle, je me lance dans un petit développement, avec la science actuelle, on comprend du Big Bang à la procréation artificielle, on comprend très bien. Ce qui nous échappe, le sacré qui peut rester, demeurer, c'est pourquoi il y a le monde, et donc nous, enfin vous, plutôt que rien. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de s'interroger là-dessus? Donc pour moi, la mort aujourd'hui, Oui. c'est simplement la fin de la vie. Les morts n'ont qu'une parole, c'est vivez. Oui. Voilà. Vous avez aussi ce rapport au temps, ce temps qui avance et qui dépossède de soi. Nous l'avons tous à un moment. Comment comblez-vous cette rôdeur du temps? Mais je ne sais pas bien répondre à ça. Le temps qui dépossède de soi, non, moi je vois les choses successivement, sans... Non, Le temps ne vous dérange pas? Non, je trouve que c'est bien de vieillir parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne vivait pas avant.
Et bon, la dégradation physique, bon, c'est une chose, mais c'est pas grave après tout. Voilà. Vous savez, c'est la vieille idée, c'est la Bruyère. Oui. Ô jeunes, soyez courts, mourir à 16 ans ou 20 ans dans la gloire. Ben, Oui. peut-être faut-il mieux perdurer, quoi, vivre plus longtemps, voilà. Non, mais c'est deux façons de regarder voir, la bien vie. sûr, bien sûr. Baudelaire, par exemple, l'ami de Courbet, il voulait tout vivre, tout bouffer, mais il est mort à 46 ans, hein, le lot d'un homme, etc. Voilà. Et Courbet est mort à 58 ans, c'est pas vieux. Hein. Non, c'est pas vieux. Mais parce qu'il a beaucoup vécu. C'était un sacré personnage, voilà. Oui. Il allait rue Hautefeuille, et chez la brasserie Andelaire, et il demandait 12 bières à 11h30 pour sonner les 12 coups de midi. 12 chopes de bière. Qu'est-ce qu'il tentait d'oublier? On dit que c'est un enfant de remplacement, Courbet. Oui, alors c'est une hypothèse qui a été avancée dans un livre qui s'appelle Les transferts du réel, mais bon, j'y crois pas vraiment, non. Il y avait... C'est un bon vivant, tout simplement. Non, c'est pas simplement, c'est compliqué, mais enfant de remplacement, je ne sais pas bien. Oui. Je ne sais pas bien. Oui. Je crois qu'il avait une vue très claire, il y avait un sens paysan de la famille. On n'élargit pas la famille, on garde le bien qu'il y a. Oui. Il a des choses terribles, hein. Il n'a jamais reconnu son fils, qui est mort avant lui, en 72, lui il meurt en 77. Et l'année d'après la mort de son fils, il ose écrire à son père à propos de sa sœur aînée qui avait fait 2 enfants. On est en droit d'exiger les certificats de naissance de ses enfants. Vous vous rendez compte? Alors qu'il n'a pas déclaré le sien et qu'il est en partie responsable de la mort de son enfant. Dans la mesure où, n'ayant pas été déclaré, le gamin il a dû se cacher pendant toute la guerre avec les Prussiens, qui étaient à Dieppe, donc dans sa ville. Pendant 9 mois, il s'est caché dans une cave. Je me demande s'il n'y a pas un rapport entre les deux, mais bon, voilà. D'ailleurs, je crois J'ai perdu la question. Non, je disais que par rapport à Courbet, oui. Il y a Julien Gracq qui disait, parce qu'il avait visité le musée oui. Et il a dit que ce musée, les salles ressemblent un peu à des salles avec la paupière à moitié fermée, comme sur un secret de famille. Oui, c'est dans les carnets du Grand Chemin, il parle même d'un Aubereau. Je ne me rappelle pas très bien la phrase, oui, je vois très bien ce à quoi vous faites allusion, Jeanne. Oui, il y a un secret de famille, il y a un secret de famille, certainement. Courbet était un sac de secrets, ça c'est sûr. Hein. Mais pour revenir à ces femmes quand même merveilleuses, vous avez parlé de l'origine du monde. Et moi, l'origine du monde, c'est très bien. Le scandale du tableau, c'est pas d'avoir un sexe nu, c'est que le XIXe siècle était pudibond à mort. Vous avez un Maxime Ducamp qui écrit, parce qu'il a vu le tableau caché derrière un voile vert chez Calibé à l'époque, le Turc l'Ottoman qui avait acheté le tableau, et il dit on a une femme, grandeur nature, alors qu'on la voit de l'épaule au genou, 50 cm, c'est sa grandeur nature, c'est une naine. Ensuite, de face ou de fesses, je ne sais pas trop, et surtout émue et convulsée. C'est complètement faux. C'est faux. L'origine du monde, c'est quoi? C'est la caverne, d'où naît la vie, c'est là où je suis né. Et la force de Courbet, c'est de montrer ça simplement. Pudiquement presque, et non pas sexuellement. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Je reviens à votre écriture, Pierre Perrin. Au début, on a l'impression que vous écrivez comme pour évacuer la douleur, les images et la rudesse. Et puis, il y a le temps gagné. C'est d'ailleurs un titre de vos titres. Et vous dites... et pardonnez-moi, et comment avez-vous résisté à l'usure et êtes-vous arrivé à ce temps gagné? Le temps gagné, c'était pour dire que finalement, une œuvre peut se faire. Et je dis que c'est une victoire à la Pyrrhus dans mon petit portrait, parce que les confrères ont trouvé ça un peu saumâtre, ont trouvé ça un peu prétentieux, et ils n'ont pas eu tort peut-être. C'est joli, le temps gagné. Oui, mais bon, c'est pour ça que c'est un livre qui a été pas bien pris par les confrères, quoi. Parce qu'il y avait tout un univers, j'avais fait avant un recueil de notes, ce qui n'est pas toujours très bien vu, ce que j'aime bien, les notes que j'écris, que j'en écris à nouveau, j'en ai au moins 300 000 caractères, là. Et puis, voilà, c'était pas très bien reçu à l'époque. Le temps gagné, bon, qu'est-ce qu'on va laisser? Alors, l'histoire de la postérité, c'est très mystérieux. On n'est pas capable, nous-mêmes, d'anticiper. Ce qui m'étonne simplement, c'est la difficulté pour certains de bien lire ce qu'ils lisent.
Je m'étonne, on s'enchante de choses qui parfois n'en valent peut-être pas la peine, voilà, mais est-ce qu'un avis prévaut? On n'en sait rien. Ce qui me frappe beaucoup, vous voyez, dans l'histoire, je mets Courbet comme ami, je mets Baudelaire comme ami de Courbet. Eh bien, Baudelaire, lui, il savait lire. Il savait lire jusqu'à l'os. C'est fou. C'est beau ce que vous nous dites. Pierre, je vous cite encore, vous dites « J'écris pour moi, pour tous. La route est tracée. Je la crois pour que peut-être des enfants conquièrent leur droit au bonheur. Pensez-vous que le poète puisse tracer et accroître la route jusqu'à ce droit du bonheur ?» Alors, ce que je crois, c'est qu'en lisant, on gagne du temps, c'est-à-dire on apprend les choses à 98% par l'expérience. La mort, par exemple, tant qu'on n'a pas soi-même perdu quelqu'un, ça reste un mot. En revanche, en lisant, on découvre quand même, on anticipe sur l'expérience, on comprend des choses. Et par exemple, le sacré, ça s'explique dans les livres, c'est pas au Café du Commerce ni sur Facebook qu'on va pouvoir, je veux dire, peut-être bien assimiler, comprendre. Et puis il faut se donner le temps de la réflexion. L'écriture implique, enfin la lecture implique un certain silence, enfin j'imagine. Oui, bien sûr. J'ai observé, j'étais professeur, donc quand je corrigeais des copies, je m'amusais parfois à mettre un disque. Et chaque fois, je découvrais tout à coup que le disque était fini et moi j'étais encore dans mes copies, je n'avais rien entendu. Oui. Donc, quand je lis, c'est pareil, je n'écoute pas en même temps que je fais une chose ou l'autre. Et donc ce silence permet peut-être de pénétrer la pensée de l'autre, et en pénétrant la pensée de l'autre, on enrichit la sienne. Forcément, c'est comme ça qu'on avance, enfin, je crois. Je continue de dire, vous dites, pardonnez-moi Pierre, mais j'ai tenté de vous lire, de faire au mieux. C'est merveilleux, voilà. Merci. Mais depuis le début, vous y croyez. Vous dites, seul l'amour procure des instants d'immortalité. Et vous écrivez, l'amour nous projette hors de l'absence, à la hauteur d'une éternité sur la terre. Mais ça, c'est dans l'amour, pardon, excusez-moi de couper, mais c'est dans l'amour fusionnel, dans ce qu'on peut appeler le véritable amour. Hein. L'amour fusionnel, où l'on a l'impression que l'autre est aussi important, sinon plus important que soi-même, et c'est là qu'on se découvre comme au-dessus du temps, hors du temps, avec la notion presque d'éternité qui n'a pas de sens si on s'en tient à la science. Je crois que vous écrivez de très belles choses sur l'amour. Vous écrivez aussi, il y a un côté très, je dirais, charnel, presque palpable. Oui. Vous avez il y a une démesure de vivre l'amour dans votre écriture, et je ne suis pas la seule à le dire. C'est flamboyant. Une femme vous a levé, écrivez-vous, elle sourit jusqu'à la rafle, il n'y a plus de cauchemar de sang, ni de glace sur le monde, mais l'embrasement doux dans l'âme d'un crépuscule qui n'aurait pas de fin. C'est magnifique. Mais se lève-t-on dans la lumière de l'amour, comme ça, d'un seul coup, sans rechute, déjà? Et déjà, l'amour lève-t-il à ce point? Je vais tourner votre question en parlant de Courbet, par exemple. Oui. Courbet, il a connu, selon la fréquentation de sa correspondance, il a connu 3 amours. Premier amour, Virginie, 11 ans. C'est une femme plus âgée que lui, c'est une sorte de mère pour lui, qui le rassure, qui l'accompagne, etc. Premier amour avec réel. Elle 11 ans. Oui, ils ont vécu 11 ans, il lui a fait un enfant, etc. Premier amour important. Deuxième amour, presque 4-5 ans plus tard, c'est une femme mariée, qui cependant l'a hébergée, il est resté 1 an près d'elle, et elle l'a hébergée 4 mois. Mais c'est une femme mariée, ça veut dire qu'il se retient. C'est une autre façon d'aimer qui est aussi intense. Et le troisième amour, c'est son dernier, il a 46 ans, elle en a 23. Elle est aussi la maîtresse de celui qu'il appelle son disciple, qui en a 31. Et vous voyez, c'est tout dans ce jeu délicat. Et là, c'est le dernier acte, c'est le partage de midi, c'est cet amour. Voilà 3 amours possibles, ou en tous les cas dans la vie de Courbet. J'aime beaucoup cette façon de revenir à Courbet, parce que ça nous permet aussi de peut-être mieux connaître Courbet, et en même temps vous, parce que je vous dis, il y a beaucoup de similitudes, et en même temps ce livre à venir, qui est comme une promesse, mais qui existe, ça y est, il est là. Vous avez vos révoltes aussi, avec ces temps nouveaux que vous appelez l'âge d'argent. Je vais juste lire un petit extrait. Vous dites, à la fin du XXe siècle, l'éphémère a surplanté l'éternité. La poudre aux yeux a raison de tout. La réussite, voilà le hochet à décrocher, sont rejetés, ou en tout cas laminés, l'amour, la passion, le partage. Au moins, je mourrai debout, peut-être, sur mon poème en barricade.
C'est beau et émouvant, cette image du poète debout sur son poème en barricade. Croyez-vous en la force du poème pour faire barricade? Alors, c'est une question Vague, impossible. bien sûr. Non, mais c'est impossible parce que, bon, le poème en barricade, nous sommes tous en état de... Ce que je crois en tous les cas, c'est qu'un poème fonctionne s'il fait passer une émotion. Et pour se dire ce qu'est l'émotion, c'est tout bêtement, hein, c'est un choc devant une réalité qui nous surprend, soit qu'on l'admire, soit qu'elle nous blesse. Alors, le poème, bon, j'ai écrit, je sais pas, sur la mort du chat, par exemple, Oui. le chat abandonné, comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Il y a des poèmes, puis bon, pensons à René Char, par exemple, prenons un grand, à mon avis, du XXe siècle. René Char, quand il écrit, vous savez, les Allemands étaient là, ils étaient moins nombreux que nous, on aurait pu les tuer, mais ils auraient massacré le village. Oui. Et donc j'ai laissé mourir un de mes combattants. Vous connaissez ce poème Oui, de, oui, 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 oui. de Fureur et Mystère, Bien enfin sûr. ça fait partie de Soleil, je ne sais plus, le titre m'échappe, de 45, là, les notes qu'il a d'élever du feu. Donc un poème comme ça, oui, ça peut passer, ça peut faire quelque chose pour d'autres, mais bon, l'amour d'un poème qui aime vraiment, c'est compliqué ça. C'est beau ce que vous me dites là, par rapport à la force du poème. Oui, c'est gentil, Non, mais merci. c'est vrai. Pierre, vous êtes dans la... Tout à l'heure, j'avais dit magnifique, vous êtes dans la grande anthologie de Jacques Chancel, La mémoire de l'encre. Il y avait seulement 365 personnes, pas plus, ça avait créé des crises de jalousie à l'époque, mais Jacques Chancel écrit en avant-propos. Quel plaisir nous aurons eu à traquer, organiser et présenter pareille mémoire de l'encre. Et chaque personne choisie devait parler d'un de ses auteurs préférés, mais à Oui. condition qu'il soit né avant 1900. Et pourquoi? Et vous avez choisi Montaigne pour son modernisme, sa Oui, modernité. sa modernité. Voilà. Pourquoi? Ben alors, je trouve Montaigne extraordinaire, d'abord parce qu'il aborde tous les sujets et qu'on le comprend souvent mal. Par exemple, je dis qu'avec la femme, c'est pas du tout, à mon avis, hein, il reconnaît la possibilité, il reconnaît que la femme, elle est conditionnée à son époque, elle est conditionnée, Bien sûr. comme il le sera jusqu'au milieu du XXe siècle en gros. Hein. Il réussit à démontrer qu'elle peut quand même, elle a le droit d'avoir sa liberté. Et il y a de grandes femmes au XVIe siècle. Mais, donc il y a ça. La modernité, il nous fait passer toute l'Antiquité qu'on ignore, l'histoire du renard qu'on utilisait pour savoir si l'eau était assez gelée, vous savez, le renard. Oui. Il lui donne un raisonnement d'animal, c'est moderne ça. Enfin, à l'époque, on respectait beaucoup plus les animaux qu'on les a respectés après. Hein. Descartes a beaucoup fait de mal, bon. Mais bon, ben, quand on lit Montaigne, puis moi j'adore, par exemple, j'ai dit quelque part que Montaigne, il m'a délivré de la peur de la mort pour une raison simple. Il explique. Il est à cheval, il court, il est au trot avec son cheval, et puis tout d'un coup, il y a un valet qui arrive avec un gros bourrin, un percheron ou ce que vous voudrez, un cheval comtois. Il le fiche par terre, il rend un bouillon de sang dans un seau. Et pendant 3 heures, il est complètement dans le coma, et après, il se réveille. Et il dit, la mort, c'est ça, donc c'est rien. Il a minimisé la non, mais peur. si on meurt vraiment comme Chevènement qui passait l'autre monde, Oui. on ne sent rien, finalement. Donc, autrement dit, il n'y a pas à avoir peur de la mort. Quand elle n'existait plus, bon, ben, c'est pas de chance, mais c'est pas grave en soi. On fait partie de l'humus. Enfin, on va devenir compost. Ouais. Et ça m'a scandalisé à 20 ans, évidemment, et maintenant, ça me paraît naturel et normal, quoi, voilà. Je ne m'en effarouche plus. Et pourquoi on n'est plus beaucoup Montaigne? Ah ben, parce que la langue, c'est la vieille langue, pareil, Villon, personne ne comprend rien, il faut le traduire, Montaigne. Oui. Vous savez, Montaigne, on l'a enseigné dans les années 2000 au terminal. Je me souviens, c'était les coches et des cannibales. Il explique que la vérité, ça n'existe pas, la vérité. Parce qu'il prend des exemples, le fleuve par exemple, ou le bord de mer. Tout le monde sait ça en Gironde avec les images maintenant. Le bord de mer, il bouge en 30 ans. Donc il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, le Mont Blanc, quand on était enfant, il mesurait 4807 mètres. Puis aujourd'hui, il a augmenté d'1,50 m, je crois. Enfin. Donc il n'y a pas de vérité. Mais non, il n'y a pas de vérité. Tout bouge. La vérité, dire que c'est la vérité, il n'y a qu'un Dieu qui peut imposer la vérité. Mais l'idée d'un Dieu, c'est une création des hommes pour masquer la peur. De la mort. Ben oui, ou du sacré en général. Je reviens à cette image de la source, parce que Je l'ai. j'avais dit au début, je parlais que vous aviez quand même
pu faire, au lieu de tarir, vous êtes devenu une source vous-même. Donc voilà, par rapport à votre écriture et au reste. Votre site, Pierre Perrin, est une sorte de puits avec accès à l'eau universelle et intemporelle. Il y a des textes anciens et aussi ceux surgis de la poésie d'aujourd'hui dans cette magnifique revue de poésie possible en ligne et qui est mensuelle, je crois. Racontez-nous l'histoire du choix du mot possible pour votre revue. Alors, ça remonte à 1975. Eh ben, c'est tout bête avec un S. Ces poètes-là sont possibles, c'est-à-dire qu'on les propose à votre attention et puis vous les prenez ou vous ne les prenez pas. C'était aussi simple que ça. C'est comme ça que vous avez choisi j'ai gardé le mot en découvrant que ce mot de possible existe aussi au Canada. Mais alors, comme il n'y avait pas Internet à l'époque, je ne sais pas si c'est concomitant, si ça s'est passé dans le même moment, mais voilà. Donc le mot possible est resté comme ça, comme les possibles. Oui, c'est une offre qui est faite. Et la revue, donc j'ai fait 22 numéros et des éditions entre 75 et 80, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris en ligne parce que c'est la mode. Enfin, c'est la mode. C'est plus pratique aujourd'hui. Les gens lisent un peu en ligne. C'est gratuit. Ça a l'avantage d'être gratuit. Oui, tout à fait. Ça me prend 2 à 3 jours par mois pour la créer, pour choisir. Comment je choisis, c'est en fonction de mes goûts. Et essentiellement, quoi, c'est-à-dire des poèmes qui me parlent, qui veulent dire quelque chose et que vous savez magnifiquement mettre en valeur chaque mois. Je vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir. C'est moi pour qui tous. vous remercie. Je vous en prie. C'est un plaisir pour tous cette revue. Quant à mes propres textes en ligne, c'est tout bêtement que, eh bien, c'est une façon d'échapper. Le livre papier s'en va de laisser mémoire de vos livres. Aux livres qui sont épuisés, comme celui-là par exemple, eh bien, c'est une façon d'être accessible aux autres, quoi. C'est une idée de durer un petit peu. L'autre jour, je parlais avec des amis et ils m'ont dit combien vous étiez quand même vous-même novateur. Vous avez su pénétrer le réseau social, mais je reviens. Bernard Mazeau, qui était un de vos amis, je crois, c'est un immense poète, dit « Toute identité est mémoire du pays natal, après laquelle on ne cesse de courir. » Avec du rêve, comme ceux qui boivent seuls au café et qui le soir en bout de table se construisent des vies à part qu'ils ne consommeront jamais. Et cela me ramène à cette partie de possible, votre revue donc en ligne. Vous êtes un des rares à avoir pénétré aussi profondément le réseau social Facebook et son vivier d'inconnus en bout de table qui se construisent des vies qu'ils ne consommeront jamais. Vous avez débusqué ces quelques inconnus talentueux, vous leur avez donné dans Possible un pays natal et ça ne s'est jamais fait avant. C'est-à-dire que ce sont des gens qui écrivaient comme ça. Et vous avez fait ça. Parlez-moi, comment vous avez agencé ce côté de possible dans l'invité ou autre, la découverte? Alors, réponse en 2 points. Le premier, vous êtes gentil, mais non, il y a plein de revues. Il y a plein de revues, mais je pense qu'on ne pisse pas dans le vivier de Facebook parmi des inconnus. Ah oui. C'est ça ma question, c'est que ce sont des inconnus. Je prends vous repérez Facebook. Oui, d'accord. Facebook, donc moi je le prends pour une récréation, puisque là, travailler courbé, j'ai quand même consacré à peu près 1500 heures. J'ai fait des grosses semaines. 6 heures du matin, 6 heures du soir en gros. Il y a quelques petites intrusions, 5 minutes sur Facebook, ça peut suffire. Disons qu'avec l'expérience, un bon poème, je sais qu'on scandalise tout le monde, mais moi je crois savoir voir un bon poème, de même qu'un livre, à force d'en critiquer, d'en faire des notes de lecture, pas besoin de lire 50 pages pour savoir ce que vaut un livre, quoi. 3 paragraphes, ça suffit, en gros. Mais bon, c'est insolent de dire ça, on pourra peut-être le couper. La deuxième partie de la question, c'était quoi? C'était comment vous avez pensé à aller chercher ces inconnus? Tout bêtement, parce que ma revue, elle est organisée avec... J'avais 4 pages pour présenter quelqu'un qui est affirmé, un contemporain, qui me semble établi. Bon, Venaille, je sais pas, je vais mettre dans les prochains, il y aura Claude Michel-Cluny, par exemple. Des gens quand même qui ont une œuvre derrière eux. D'une part, c'est ça. Deuxièmement, je voulais faire une découverte d'aujourd'hui, c'est-à-dire, puisque quand même j'arrive à un âge canonique et qu'il y a des jeunes qui méritent l'attention des jeunes ou moins jeunes, parce qu'en poésie, il n'y a pas d'âge en réalité. Oui. Hein. Le talent, on a déjà peut-être abordé comment dire, il y a le talent d'un côté, mais il y a aussi la culture, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire, il faut ingérer, comme pour les peintres d'ailleurs, un peintre il sort pas de nulle part. Bien sûr. Il a copié, il a analysé, il a travaillé. Et donc, il y avait une partie découverte, le contemporain, la découverte. Je voulais montrer la troisième partie de la revue, la page 5,
C'était l'idée de montrer que ce que j'avais publié dans les années 75 à 80, ça tenait toujours. Alors j'en ai fait une vingtaine de numéros, puis maintenant je me suis un peu lassé, donc je prends quelqu'un de plus ancien, l'invité de longue date, et puis enfin quelqu'un que je connais. Voilà, donc l'idée de la découverte, c'est intéressant, c'est de montrer une suite. Avec la jeunesse, problème de l'acuité de l'écriture. Il y a une écriture presque classique, c'est toujours les anciens et les modernes, avec le défaut que les anciens maintenant sont de plus en plus. Mais vraiment, c'est très... Je trouve que vous donnez une chance à des gens complètement inconnus, qui sont sur Facebook un peu comme dans un no man's land, je parle anglais, pardonnez-moi, dans une terre inconnue, et vous les repêchez, vous leur donnez terre natale. Et peu de revues font ça, Pierre, pardonnez-moi, mais j'en suis convaincue. Ce que je peux dire en revanche, qui m'est propre, j'ai toujours refusé de travailler avec d'autres. Oui. Ce sont mes choix, je travaille tout seul. Je sais que vous ne monnayez rien et que vous êtes totalement vous-même, sans concession. Pierre, je crois que si vous aviez un blason, une sorte de devise, alors ça c'est personnel et c'est des amis aussi qui le disent, ce serait possible, avec un grand P et au pluriel. Possible, c'est votre histoire, infiniment douloureuse, miraculeusement magique. Comment tout est devenu possible? Comment vous avez rendu possible votre vie qui a bougé dans ce sens, en quelque sorte? Et c'est bouleversant, parce que c'est une histoire quand même, c'est magique. Et en même temps, vous êtes une sorte du messager du possible, si je puis dire. Même si ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai, parce que le mot possible est un mot large. Et vraiment, c'est votre devise, je pense. C'est votre blason, si on peut vous donner un blason. Alors là, je vais attaquer quelque chose qui m'amuse un peu, mais en même temps, je sais que je marche sur des... Qu'est-ce que le style pour vous, avant la fin de ce rendez-vous? Le style d'écriture. Le style, c'est une façon... Je lisais donc Philippe Tesson dans le train en venant à Paris, et il cite, je ne sais plus qui, pour qui le style consiste à dire les choses le plus... Léoto, voilà. Oui. Il se fondait sur l'entretien de Léoto avec Robert Mallet, qui repasse parfois la nuit sur France Culture, 1947. Léoto fait l'imbécile, il dit le style, il faut dire du premier jet. Oui. Et Tesson s'amuse, je viens de réécrire 3 fois la phrase. Autrement dit, non mais le style, c'est le fait de trouver le mot juste. Je vais donner un exemple. Oui. Dans le roman Courbet, j'avais une image où je devais employer... Je mets un autre personnage qui s'appelle Graillon, oui. qui était un sculpteur sur ivoire à Dieppe. Graillon, David d'Angers dit de lui, il a un gros défaut, il ne sait pas vanter son œuvre, il ne sait pas parler. Le mot juste serait de dire son silence est dirimant. Or, dirimant, c'est un mot inconnu, c'est un mot de droit qui veut dire, vous savez, qui empêche. Eh bien, dans un roman, si on veut toucher un peu le public, on n'a pas est-ce qu'on a le droit d'utiliser un mot pareil? Alors, j'ai changé pour catastrophique. Voilà. Oui. Je vous expliquais, par exemple, Courbet craint les gendarmes, il craint d'être saisi. Ça, c'est le poète qui parle. Ah, on sent la main sur l'épaule. Le romancier doit écrire, il craint d'être arrêté, tout bêtement, vous voyez. Oui. Hugo, par exemple, les fake news, on le parle tout le temps. Savez-vous que Hugo déclare Courbet mort dans ses choses vues le 28 mai? Il écrit, prisonnier, Courbet s'est empoisonné, point, il est mort, point, c'était un talent, point. On notera que l'éloge est quand même limité. Mais vous voyez, il n'est pas mort le 28 mai, il est mort le 31 décembre. C'était déjà les fake news. À quoi se fier? Parce que les choses vues, on se dit, ben voilà, il a noté, c'était vrai. Ben non, c'est pas facile. Le style, donc, c'est de trouver la vérité qui n'existe pas, mais au moins la dire avec le mot le plus efficace possible. C'est ça. Bon, puis le style, ce que moi j'aime dans la poésie, c'est dire des choses sensées, réfléchies si possible, mais j'ai horreur des lieux communs, c'est-à-dire des choses qui sont dites dans la conversation, mais qui ne sont pas dignes. Il faut qu'un écrit renouvelle un peu le langage.
Sinon, c'est pas intéressant, enfin, pas me semble-t-il. intéressant. Oui. Si vous voulez, l'absence de style. Si personne n'a de style, à quoi bon lire? Ce qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est sa façon d'écrire, justement, et sa capacité d'innover dans son langage. Qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter? Le style. Abel était l'aîné. Oui. Nous étions donc 3 enfants, dit Hugo. Abel était l'aîné, point virgule, j'étais le plus petit. Si on lit ça sans faire attention, on voit 2 enfants. Le 3e, il est dans le point virgule. Il est donc enfoui, assassiné. Il ne nous donne même pas son prénom. C'est fou, oui. Or, si on fait attention, donc c'est ça le style, si on fait attention, c'est que dans le point virgule, il y a le vol d'un amour. Adèle Fouché était aimée d'Eugène, le 2e, le cadet. Et Victor lui a piqué sa femme. Il la marie la même année, en 22. Eugène en devient fou. On dit aussi qu'Eugène avait plus de talent d'écriture que Victor. Il lui pique sa femme, il lui pique sa possibilité d'œuvre. Et l'autre termine sa vie à Charenton, dans un asile. Et il n'acceptera aucune visite de son frère, puis né, enfin le dernier né, de Victor. Aucune visite. Si on va 2 secondes plus loin, le pourfendeur de la peine de mort a donc assassiné un peu son frère. En tous les cas, dans le vers. Oui, dans le vers, voilà. D'accord. Voilà. Ça me paraît quand même intéressant de savoir lire. Nous arrivons, hélas, et à cause du temps, à presque la fin de ce rendez-vous de Jeanne. Et j'ai une surprise pour vous. Ah oui. J'ai demandé en secret à une seule personne de vous poser une question. Elle m'a répondu avec émotion, en me disant le bonheur de le faire. Elle m'a dit « Je poserai la question que j'aimerais que l'on me pose. Cette personne est incroyable, elle est bouleversante. Je fais durer le suspense. » Et la personne est Françoise Lefebvre. Françoise qu'on ne présente plus. L'enfant cannibale, Blanche c'est moi, et tant d'autres titres. Et vous aviez écrit Les caresses de l'absence chez Françoise Lefebvre. Françoise Lefebvre m'a écrit « Voici ma question à Pierre Perret. Un événement peut-il modifier le cours du livre que vous écrivez, peut-être même l'arrêter ?» Alors, c'est une question difficile. L'arrêter, je ne pense pas, sauf à mourir soi-même. Je pense répondre par ce que je vous avais dit. Au bout de 30 ans, c'est en écrivant que je suis revenu à cet acte, donc la mise à mort du chien. Donc c'est un événement, mais bon, un événement presque psychanalytique, redécouvrir cela, et ça ne m'a pas fait arrêter. Et j'ai un roman là-dessus, enfin pas là-dessus, mais qui reprend un peu toute cette histoire de l'enfance. Et Françoise Lefebvre a ajouté « Question ou réflexion subsidiaire, peut-on redevenir fécond d'un silence meurtrier ?» Oui, enfin, ça a été mon cas en l'occurrence. Et vous voyez, je me suis arrêté, c'est comme pour jouer de l'orgue, je me suis arrêté donc en 2000, enfin j'ai continué à faire quelques critiques jusqu'à 2005 à l'ANRF, mais je suis arrêté 10 ans et je suis reparti plus fort que je n'étais encore, comme si on n'avait pas perdu un peu les acquis, quoi. Pourquoi vous avez écrit ce livre sur Françoise Lefebvre, sur les caresses de Françoise c'était Lefebvre? tout. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Oui. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait pour une raison simple. Ses romans n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que, en fait, elle a réussi elle a employé du matériau personnel et de journal qu'elle réussit à arranger de telle sorte que ça devient un petit peu romanesque. Ce ne sont pas de vrais romans. Et je trouvais ça bien, parce qu'elle a trouvé un biais entre la poésie, d'une part, et l'écriture de prose, quoi, qui passe, qui, pour être vendu, doit être du roman, enfin, doit un peu passer par le roman, je crois, c'est le genre majeur. Quoique aujourd'hui, le problème de la lecture, c'est un problème de capacité. Celui qui lit peu, il s'arrête. Bon, le conte de l'enfance, il s'arrêtera à la comtesse de... Autrefois, on lisait la comtesse de Ségur, aujourd'hui la littérature de jeunesse. Après, il y a le polar. Certains en restent là, puis d'autres vont plus loin. Lire René Char, même pour moi qui lis beaucoup, ce n'est pas évident. Tout n'est pas compréhensible. Rivière, la sorgue d'une traite, tout parti, etc. Comprendre, c'est-à-dire, c'est la dimension métaphorique qui nous est délicate et difficile, quoi.
Est-ce qu'il y a une relation entre nos événements de vie et la lecture du moment? Oh, ben, je ne sais pas, oui, sans doute, mais je ne sais pas bien, je ne saurais pas bien C'est-à-dire que moi, répondre. personnellement, Oui. j'ai besoin de lire. Parfois, je me sens plus proche d'un livre parce que j'ai un événement de vie qui D'accord, coïncide. Et ce d'accord. même livre, Oui, ben quelque oui. temps après, ne Ah me oui? fera pas le même effet. Voilà. D'accord. Mais on oublie beaucoup, Oui. donc on peut relire. En tout cas, on va remercier Françoise pour son Oui, bien secret et sa sûr. complicité et pour sa question. Pierre, quels sont vos projets? Vous avez quelques projets. Pourriez-vous nous dire un peu de ces projets de 2019? Donc Donc, il y a ce livre qui va il y a un livre sortir. sur Courbet qui s'appellera Voilà, on le dira après. voilà. Donc il paraîtra chez Robert Laffont et puis on verra après. Après il y a un autre roman, normalement le contrat est aussi signé mais on verra bien. Et puis j'ai des poèmes qui traînent, qui sont en jachère en quelque sorte. J'ai des notes pas mal, j'ai des nouvelles. Mais bon, rien de tout cela. Il n'y a rien qui presse, hein. Enfin je crois. Je fais partie de vos lecteurs tous les jours sur Facebook. Et je vois le monde qui vient tous les jours vous lire. C'est comme un peu comme on vient lire, on vient voir les joutes, parce que vous aimez ça aussi de temps en temps. On vient rire, on vient s'émouvoir. Enfin, on a eu la chance pendant cette rencontre d'apprendre beaucoup de choses. Et en même temps, justement, cette façon d'écrire où, sans le vouloir, on change la phrase, on change le sens. Et merci beaucoup. Pierre, je voulais encore vous remercier d'être venu à ce rendez-vous de Jeanne. Je vous suis très reconnaissante et bien sûr, je suis très émue. On n'éclaire pas sans brûler, disait Nicolas de Staël. J'ai envie de dire, il faut avoir brûlé beaucoup pour éclairer. Et vous êtes un grand brûlé, Pierre. Mais vous n'avez cédé à rien. Et vous êtes lumineux en restant à la fois dans le champ rugueux de la terre, et on le sent, vous êtes très fidèle à votre terre, et en gardant ce parti pris de faire face à la vie, avec lucidité, mais aussi avec de si belles trouées et de si belles images. Je reprends quelques phrases de vous parce que je serai intarissable, pas moi seulement. Une saison ruisselée d'oiseaux, des fleurs lancées des champs à la cime des arbres. Au plus loin, quand vous écrivez de la femme aimée, sa mémoire est devant elle, une jeune fille qu'elle invente. Et je terminerai sur ce magnifique défi, splendide credo. Si le bonheur n'existe pas, poème au point, l'amour debout, nous ferons tout pour l'inventer. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie, Jeanne. J'espère que j'ai posé des questions pertinentes à la hauteur de qui vous êtes, ce que vous êtes. Vraiment, un grand merci. Oui, oui. J'étais très heureuse aussi que, tout au long de c'est la surprise que j'ai eue aujourd'hui, de voir Courbet qui a traversé toute notre conversation. Et quelque part, c'est magnifique parce qu'il est venu avec vous, du pays, comme on dit, et il va continuer avec vous en 2019. Et c'est très beau. Merci beaucoup, beaucoup. C'est moi qui remercie. Et je voudrais remercier aussi la Causerie des Lilas qui nous a accueillis. C'est un lieu plein d'histoires Oui. et un peu bruyant peut-être, mais ce n'est pas grave. Je pense que Paul Fort et Ernest Hemingway ne se faisaient pas trop du bruit et c'est un lieu vivant. Merci beaucoup encore. Et comme à l'habitude, nous allons finir avec la musique de générique d'Alain Barraud. Merci encore, Pierre. Un grand merci. Merci, Jeanne.